Bienvenue dans Sombre Chronique, le podcast où le mystère et le paranormal se rencontrent. Chaque semaine, nous vous plongeons dans des récits fascinants, effrayants et parfois inexplicables. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le sud-ouest de la France, au cœur d'une maison isolée où des événements troublants ont laissé des traces indélébiles. Voici la Maison des Murmures, une enquête qui bouleverse les certitudes et dévoile des secrets oubliés. En 1996, Marie et Jean Delcourt, un couple de trentenaires fatigués par la vie parisienne, décident de s'offrir un nouveau départ à la campagne. Leur objectif est simple, offrir une meilleure qualité de vie à leur petite fille, Lucie, âgée de 5 ans. La maison qu'ils trouvent est une vieille bâtisse en pierre, nichée à la lisière d'une forêt épaisse, à quelques kilomètres du village le plus proche. Elle est grande et entourée d'un vaste terrain boisé. Elle semble idéale pour une famille en quête de tranquillité. Dès leur arrivée, cependant, quelque chose cloche. Les habitants du village voisin, bien que polis, évitent soigneusement de parler de la maison. Lorsqu'ils mentionnent leur achat au café local, les regards se détournent et une atmosphère pesante s'installe. Ce n'est que plus tard, en parlant à un vieil homme nommé Henri, que Jean obtient une explication. Cette maison... Vous savez qu'elle a une histoire, murmure-t-il. Jean rit d'abord nerveusement, pensant à une vieille légende locale, mais le regard sérieux d'Henri le fait douter. Personne n'y reste bien longtemps, poursuit l'homme en baissant la voix. Les anciens disent qu'elle est maudite. On entend des voix, des bruits. Certains disent même avoir vu des ombres dans les bois, la nuit. Jean, rationnel et cartésien, écarte ces histoires comme des contes pour effrayer les enfants. Cependant, Marie, plus sensible à ce genre de récit, commence à ressentir une étrange appréhension. Les premiers jours dans la maison sont consacrés à l'installation. Marie et Jean déballent leurs cartons, arrangent les meubles et essaient de rendre la maison plus accueillante. Lucie, quant à elle, semble s'adapter rapidement à son nouvel environnement. Elle joue avec ses jouets dans sa nouvelle chambre et partage des repas joyeux avec ses parents. La famille explore également les environs, découvrant les sentiers de la forêt et les coins cachés du vaste terrain. Mais la nuit, l'atmosphère change. Des ombres semblent se mouvoir derrière les fenêtres et des bruits étranges résonnent dans les couloirs. Marie se réveille souvent en pleine nuit, perturbée par des sons qu'elle ne peut expliquer. Elle se lève, inspecte la maison, mais ne trouve rien d'anormal. Jean, essayant de la rassurer, lui dit que ce ne sont que les bruits normaux d'une vieille maison qui se stabilisent. Mais Marie reste sceptique. Elle ne peut s'empêcher de ressentir une présence, quelque chose d'invisible, mais palpable. Au village, les choses ne s'améliorent pas. Les habitants continuent de les éviter, chuchotant entre eux lorsqu'ils passent. Henri, voyant l'inquiétude grandissante de Jean, décide de lui en dire plus sur l'histoire de la maison. Il lui montre de vieilles photographies, des images de familles qui ont vécu dans la maison avant eux. Les visages sont souvent marqués par la peur ou la tristesse. Sur l'une des photos, une silhouette sombre se dessine en arrière-plan, presque imperceptible, mais indéniablement présente. Jean, bien que toujours sceptique, commence à se poser des questions. Pourquoi tant de familles ont-elles quitté cette maison si rapidement ? Marie, de son côté, se plonge dans les archives locales, cherchant des indices sur l'histoire de la maison et des événements passés. Elle découvre des articles de journaux parlant de disparitions mystérieuses et d'événements étranges liés à la maison. Elle montre ses découvertes à Jean, qui commence à prendre la situation plus au sérieux. Ensemble, ils discutent de leurs inquiétudes et des prochaines étapes à suivre. Doivent-ils rester et affronter ces phénomènes ou partir avant qu'il ne soit trop tard ? La nuit suivante, les bruits et les ombres semblent s'intensifier, comme si la maison elle-même réagissait à leurs doutes. Malgré la peur, Marie et Jean décident de rester.
Ils veulent comprendre ce qui se passe réellement et protéger leur famille. Ensemble, ils se préparent à affronter les mystères de la maison des murmures, déterminés à découvrir la vérité. Un après-midi, tandis que Marie entretenait le jardin, elle fit une découverte surprenante, une vieille boîte métallique dissimulée sous un épais buisson. Sa curiosité piquée, elle la ramena à l'intérieur et, avec précaution, l'ouvrit. À l'intérieur gisaient des lettres jaunies par le temps, des photographies noires et blancs et un journal intime à la couverture usée. Marie se plongea dans le journal et découvrit qu'il avait appartenu à une certaine Élise, une jeune femme ayant habité la maison au début du siècle dernier. Les premières pages dépeignaient une vie paisible, baignée de joie et de bonheur. Mais le ton changea rapidement, les écrits devenant plus sombres, plus inquiétants. Élise évoquait des bruits étranges dans la maison, des voix chuchotant son nom la nuit et une présence oppressante qui l'entourait. Elle confiait que son mari et ses enfants commençaient à apercevoir des ombres dans les bois et que leur comportement devenait de plus en plus erratique. Les dernières pages du journal étaient presque illisibles, griffonnées à la hâte, relatant des événements d'une horreur grandissante. Marie partagea le journal avec Jean, qui ne put réprimer un frisson d'effroi. Les descriptions d'Élise résonnaient étrangement avec leurs propres expériences. Ils décidèrent de déchiffrer les lettres et d'examiner les photographies plus attentivement, espérant y trouver des indices sur le passé de la maison. Les lettres, rédigées par des membres de la famille d'Élise, évoquaient des disparitions mystérieuses et des comportements étranges. Une lettre, écrite par la sœur d'Élise, faisait référence à une ancienne légende locale. Elle racontait l'histoire d'une femme accusée de sorcellerie et exécutée dans la forêt voisine. Son esprit, disait-on, hanterait les lieux depuis lors. Jean et Marie se demandèrent si les phénomènes qu'ils subissaient ne seraient pas liés à cette histoire ancienne. Ils se résolurent à poursuivre leur enquête, déterminés à percer le mystère qui entoure la maison des murmures. La nuit tombait, ramenant avec elle les ombres et les bruits familiers. Mais cette fois, Marie et Jean étaient prêts. Ils savaient qu'ils devaient confronter ces phénomènes pour protéger leur famille, pour comprendre ce qui se tramait réellement dans leur demeure. Les premiers mois se déroulent sans incident majeur. La famille découvre avec joie les charmes de leur nouvelle demeure. La famille s'habitue à la vie campagnarde, profitant de la tranquillité et de la beauté naturelle qui les entoure. Jean prend plaisir à rénover certaines parties de la maison, trouvant satisfaction dans chaque amélioration apportée. Tandis que Marie s'occupe du jardin, transformant l'espace extérieur en un véritable havre de paix. Et Lucie commence à fréquenter l'école du village, se faisant de nouveaux amis et s'adaptant à son nouvel environnement. Mais très vite, des événements perturbants font surface, troublant la quiétude de leur quotidien. Tout commence par des bruits dans les murs. D'abord discrets, presque imperceptibles, ils deviennent de plus en plus fréquents. Marie les attribue au vent ou à des animaux nichés dans la charpente, essayant de se rassurer. Mais bientôt, ces bruits deviennent plus insistants, perturbant leur sommeil et leur tranquillité. Ils semblent provenir des murs eux-mêmes, comme si quelque chose cherchait à se manifester, comme si quelqu'un grattait ou frappait de l'autre côté, ajoutant une dimension inquiétante à ces phénomènes. Une nuit, alors que Jean travaille tard dans son bureau, il entend distinctement des pas dans le couloir, résonnant dans le silence. Pensant que c'est Lucie, il sort de la pièce pour la raccompagner dans sa chambre, mais il ne trouve personne. Plongé dans une obscurité oppressante.
Il se convainc que son esprit lui joue des tours, essayant de rationaliser ce qu'il a entendu. Mais le sentiment de malaise persiste, s'infiltrant dans ses pensées. Marie, elle, commence à avoir des cauchemars récurrents, des rêves qui la laissent épuisée et anxieuse. Dans ces rêves, elle se trouve dans une version déformée de la maison, un lieu où tout semble hostile et menaçant, avec des murs suintant de liquide sombre, ajoutant une touche de terreur à ses nuits, et des murmures incessants qui semblent provenir du sous-sol, des voix qui la hantent même après son réveil. Chaque matin, elle se réveille trempée de sueur, son cœur battant la chamade. Incapable de se rappeler tous les détails, mais certaine que quelque chose de sinistre rôde dans leur maison. Une présence qu'elle ne peut ignorer. Les choses prennent une tournure plus inquiétante lorsque Lucie, d'ordinaire joyeuse et pleine de vie, change de comportement. Elle devient soudainement introvertie et distante, comme si quelque chose la troublait profondément. « Maman, je n'aime pas ma chambre », dit-elle un soir, sa voix tremblante de peur. « Il y a quelqu'un qui me parle la nuit », ajoute-t-elle, ses yeux remplis de terreur. Marie, d'abord inquiète, tente de rassurer sa fille en vérifiant chaque recoin de la chambre, cherchant une explication rationnelle, mais ne trouve rien d'anormal. Mais Lucie insiste. « C'est une dame. Elle est triste, maman », dit-elle avec une conviction troublante. Marie et Jean essaient de rationaliser ce comportement, cherchant des explications logiques. Comme étant lié à un stress quelconque, peut-être le déménagement ou l'adaptation à l'école, mais rien ne semble apaiser leurs inquiétudes. Mais plus les jours passent, plus les événements étranges s'accumulent, rendant l'atmosphère de la maison de plus en plus oppressante. Les objets changent de place, comme s'ils étaient manipulés par une force invisible. Des portes se ferment toutes seules, souvent avec une force inexplicable. Et ce murmure constant, à peine audible, semble envahir l'air de la maison, créant une ambiance de plus en plus sinistre, rendant chaque moment passé dans la maison de plus en plus insupportable. Pause 3. Face aux étranges événements qui bouleversent leur foyer, Jean prend la décision de se plonger dans le passé de la maison. Un matin, armé d'une lampe torche, il s'aventure dans les sous-sols, déterminé à en explorer les moindres recoins. Derrière un amoncellement de caisses poussiéreuses, il découvre alors une vieille porte en bois dissimulée, scellée depuis des décennies, semble-t-il. La curiosité l'emporte sur l'appréhension. Il force l'entrée et pénètre dans une pièce secrète. L'air y est lourd, stagnant, comme si le temps lui-même s'y était figé. Au centre de la pièce trône un vieux coffre en bois, recouvert de toiles d'araignée. En l'ouvrant, Jean met à jour de vieux journaux intimes et des effets personnels ayant appartenu à une certaine Élisabeth, une femme ayant vécu dans la maison il y a fort longtemps. Les journaux lèvent le voile sur une vie troublante, celle d'une Élisabeth tourmentée par une présence malveillante. Avec horreur, Jean dévore les descriptions de phénomènes similaires à ceux qui frappent actuellement sa propre famille. Cette découverte inquiétante confère une nouvelle dimension à leur situation, laissant Jean se demander si l'esprit d'Élisabeth n'est pas toujours présent, cherchant désespérément à se faire entendre. Jean remonte à la surface, les mains tremblantes, serrant les journaux contre lui. Lorsqu'il partage sa découverte avec Marie, un frisson la parcourt. Ils comprennent alors qu'ils ne sont pas les premiers à être confrontés à ces manifestations paranormales. La question se pose alors, que veulent ces esprits et comment les apaiser ? À la tombée de la nuit, Jean et Marie décident de se plonger ensemble dans les journaux d'Élisabeth en quête de réponses. Mais ce qu'ils y découvrent ne fait qu'approfondir le mystère et accroître leur angoisse. Les manifestations paranormales semblent liées à un événement tragique, un secret enfoui depuis longtemps entre les murs de leur demeure. La tension est palpable. Ils savent qu'ils devront affronter cette présence oppressante afin de protéger leur famille.
Une nuit, alors que Jean est absent pour un déplacement professionnel, Marie est seule à la maison avec Lucie. Après avoir couché sa fille, elle descend dans le salon pour lire, espérant se détendre. La maison est calme, trop calme. Seul le bruit du vent contre les fenêtres rompt le silence. Mais soudain, elle entend un bruit sourd venant de l'étage. Un frisson lui parcourt l'échine. Montant prudemment les escaliers, elle pousse la porte de la chambre de Lucie et découvre avec horreur que la petite est assise au bord du lit, les yeux grands ouverts, fixant le placard. « Luce » appelle-t-elle doucement. Mais Lucie ne répond pas. Ses lèvres bougent à peine, comme si elle parlait à quelqu'un ou quelque chose. « Chérie, à qui parles-tu » La voix de Marie tremble légèrement. Lucie tourne lentement la tête vers sa mère et murmure. Elle est là. Elle veut sortir. Le cœur de Marie se serre de terreur. Elle s'approche rapidement, prend sa fille dans ses bras et sort de la chambre sans un regard en arrière. Le lendemain matin, épuisée et terrifiée, Marie raconte tout à Jean. Cette fois, même lui ne peut ignorer la gravité de la situation. C'est alors qu'il décide de chercher de l'aide. Quelques jours plus tard, ils entrent en contact avec Philippe Gauthier, un enquêteur spécialisé dans le paranormal. Connu pour son approche méthodique et son sérieux, Gauthier est souvent sollicité pour des cas complexes et mystérieux. Gauthier, un homme d'une 50aine d'années, s'est forgé une réputation grâce à plusieurs enquêtes médiatisées dans des lieux réputés hantés. Son expérience et son intuition en font un atout précieux pour toute investigation paranormale. Il accepte rapidement de se rendre sur place avec son équipe, composée de techniciens et de spécialistes en phénomènes inexpliqués. Le jour de leur arrivée, Philippe est immédiatement frappé par l'atmosphère lourde et chargée de la maison. L'air semble épais, presque palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient des secrets anciens. « Il y a quelque chose ici, je le sens », murmure-t-il à son assistant, tout en observant les murs massifs en pierre. Chaque recoin de la maison semble imprégné d'une énergie étrange et inquiétante. Ils installent rapidement des caméras, des enregistreurs audio et des capteurs de mouvement dans toute la maison. Chaque pièce est minutieusement équipée pour ne rien laisser au hasard. La première nuit d'enquête est calme, trop calme. Le silence est presque assourdissant, comme si la maison retenait son souffle. Jean et Marie, anxieux, restent éveillés, écoutant le moindre bruit. Chaque craquement, chaque souffle de vent les met sur le qui-vive. À 3 heures du matin, comme si quelque chose avait attendu ce moment précis, un bruit de grattement résonne à travers la maison. Le son est à la fois distant et terriblement proche. Les capteurs audio captent des murmures indistincts, presque inaudibles. Des voix semblent chuchoter des secrets oubliés depuis longtemps. « Des voix !» annonce Gauthier en réécoutant les enregistrements. « Il y a plusieurs entités ici », ajoute-t-il, le visage grave. « Il y a plusieurs entités ici. Des présences qui semblent vouloir communiquer, mais dont les intentions restent floues et mystérieuses. » Ils décident alors de plonger plus profondément dans l'histoire de la maison. Chaque détail, chaque fragment d'information pourrait être crucial pour comprendre ce qui se passe réellement. Gauthier mène une enquête exhaustive, épluchant les archives du village, et découvre des détails troublants. Les documents révèlent des secrets enfouis depuis des décennies. Au début du XXe siècle, la maison appartenait à un certain Charles Brisson, un médecin respecté dans la région. Sa vie semblait parfaite, jusqu'à ce que la tragédie frappe. Mais après la mort mystérieuse de sa femme et de sa fille, Brisson avait sombré dans une profonde dépression. Et on disait qu'il s'était enfermé dans la maison pendant des années avant de disparaître sans laisser de traces. Les rumeurs allaient bon train. Les rumeurs locales prétendaient
que la maison était devenue le théâtre de séances occultes, que Brisson tentait désespérément de contacter sa femme décédée. Les villageois parlèrent de rituels étranges et de phénomènes inexpliqués. Mais les détails étaient flous, et personne ne pouvait confirmer ce qui s'était réellement passé dans cette demeure. Les mystères de la maison Brisson restaient entiers, alimentant les légendes locales. Convaincu que les esprits de la famille Brisson hantent toujours la maison, Gauthier propose de mener une séance de spiritisme. Marie, épuisée physiquement et émotionnellement par les événements, accepte à contre-cœur. Jean, sceptique mais désireux de résoudre cette situation, y voit une dernière tentative avant de quitter la maison définitivement. La séance a lieu dans la salle à manger, la plus grande pièce de la maison. Les lumières sont éteintes, et seules quelques bougies éclairent faiblement la pièce. Gauthier, accompagné de son médium, Claire Dubois, invite les Delcourt à s'asseoir autour de la table. Claire, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, commence par réciter des prières et des incantations. L'air devient rapidement lourd, presque irrespirable. Soudain, un courant glacial traverse la pièce. Les bougies vacillent, et une des fenêtres se referme brusquement avec un claquement sec. Claire ferme les yeux, concentrée, et murmure. « Il y a une femme ici. Elle est perdue. Elle cherche sa fille. » Marie étouffe un cri, les mains tremblantes. « C'est elle, la dame dont Lucie parle, » murmure-t-elle à Jean. Gauthier tente d'établir un contact plus direct avec l'entité. « Que voulez-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? » demande-t-il fermement. Le silence qui suit est étouffant. Puis, soudain, une voix froide et désincarnée résonne dans la pièce. « Elle m'a pris ma fille. » La voix qui avait résonné dans la pièce semblait provenir des profondeurs mêmes de la maison, comme si elle émanait des murs eux-mêmes. Les mots étaient lourds de tristesse et de désespoir, chaque syllabe pesant comme un fardeau insupportable. « Elle m'a pris ma fille !» Ces mots résonnaient encore et encore, comme un écho infini. Ces mots continuaient de flotter dans l'air, glaçant le sang de Marie et Jean, les laissant figés par la peur. Gauthier, visiblement secoué, tente de garder son calme, mais son visage trahit son angoisse. « Qui êtes-vous » demanda-t-il de nouveau, sa voix tremblant légèrement. Mais cette fois, aucun son ne répondit, seulement un silence assourdissant qui semblait étouffer toute vie. Le médium, Claire Dubois, commença à trembler, ses yeux toujours fermés, comme si elle luttait contre une force invisible et puissante. Puis, d'une voix étranglée, elle murmura « La douleur, elle est immense, insupportable. Quelque chose d'horrible s'est produit ici, quelque chose de si terrible que les murs eux-mêmes semblent en pleurer. La mère et l'enfant ont été séparés. » Jean se lève brusquement, son visage marqué par la terreur. « Ça suffit !» crie-t-il, la tension devenant insupportable, son cri résonnant dans toute la maison. « Nous devons quitter cette maison. Maintenant !» Sa voix est empreinte de panique. Marie, paralysée par la peur, ne parvient pas à bouger, ses yeux grands ouverts de terreur. Mais Lucie, dans sa chambre à l'étage, semble étrangement calme, comme si elle comprenait tout ce qui se passait autour d'elle. Gauthier, quant à lui, n'est pas encore prêt à abandonner. Il sent qu'il y a encore des réponses à trouver. « Il y a une histoire ici, une vérité cachée, » dit-il avec détermination. « Et je pense que nous sommes proches de la découvrir. Nous ne pouvons pas partir maintenant. » Il persuade Jean et Marie de rester un peu plus longtemps, le temps de terminer l'enquête et de découvrir la vérité. Il fouille dans les archives locales, consulte les anciens du village, et après des jours de recherches intenses, il tombe sur une lettre manuscrite jaunie par le temps qui semble contenir des réponses cruciales. Elle appartenait à Charles Brisson, l'ancien propriétaire de la maison.
un homme au regard sévère. Dans cette lettre, il confesse avoir accidentellement causé la mort de sa femme lors d'une dispute violente. Fou de chagrin et craignant de perdre aussi sa fille, il était prêt à tout pour la sauver. Il avait tenté d'invoquer des forces surnaturelles pour la ramener d'entre les morts, un acte désespéré et dangereux. Mais quelque chose avait mal tourné, et c'est l'âme tourmentée de sa femme qui était restée piégée dans la maison, cherchant désespérément sa fille, qu'elle croyait encore vivante, errant sans fin dans les couloirs sombres. Ce terrible secret expliquait les événements paranormaux qui tourmentaient la famille Delcourt, les hantant nuit après nuit. La présence dans la maison n'était pas maléfique, mais elle était empreinte de douleur et de regret, une âme en peine. La mère cherchait son enfant perdu, et chaque nuit, elle s'efforçait de la retrouver à travers les murmures, les bruits et les apparitions, espérant enfin trouver la paix. Convaincu qu'il fallait libérer l'esprit de la mère pour mettre fin à cette tragédie, Gauthier et Claire organisent un dernier rituel, une séance de passage pour aider l'entité à trouver la paix. Ils choisissent de le faire dans la chambre de Lucie, où la présence semblait la plus forte. Claire, en transe, tente de communiquer une dernière fois avec l'esprit. « Elle est prête », murmure-t-elle. Elle comprend maintenant que sa fille est partie depuis longtemps. Elle accepte enfin de partir. Le rituel dure plusieurs heures, et alors que l'aube commence à percer l'horizon, un calme inhabituel s'installe dans la maison. Les murmures cessent, les bruits dans les murs disparaissent. La lourdeur de l'atmosphère qui pesait sur la demeure semble s'évaporer comme un mauvais rêve. Marie, Jean et Lucie quittent la maison peu de temps après. Bien que leur expérience ait été traumatisante, ils se sentent enfin libérés de la peur qui les hantait. La maison, maintenant silencieuse, semble avoir retrouvé une certaine paix. Pause. La famille Delcourt a déménagé peu après ces événements, décidant de ne jamais regarder en arrière. La maison des murmures, quant à elle, reste abandonnée. Les rumeurs à son sujet persistent, mais plus personne n'ose s'en approcher. Pour ceux qui croient aux histoires de fantômes, il se pourrait bien que la tragédie de la famille Brisson ait enfin trouvé une conclusion. Mais pour d'autres, la question reste ouverte. Les esprits peuvent-ils réellement trouver la paix, ou restent-ils à jamais liés au lieu où leurs drames se sont déroulés ? Merci d'avoir écouté cet épisode de Sombre Chronique. Si cette histoire mystérieuse vous a fasciné autant que nous, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun des prochains récits captivants. Le monde est rempli d'histoires aussi étranges que terrifiantes, où le réel et l'inexplicable s'entremêlent. Restez sur vos gardes, car parfois, les réponses aux mystères qui nous entourent ne se trouvent pas dans la lumière, mais dans les ombres. À vendredi prochain pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.